toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir pendant au cours de ce parcours qui effectivement a l'air très intéressant dans son fil global. Donc, je vous remercie beaucoup de m'inviter à participer à cette session aujourd'hui. Je vais commencer classiquement par me présenter. Je pense que c'est important. Donc, je suis Géraldine Guillemot. Je suis en charge de la RSE pour la marque Yves Rocher depuis le mois de janvier. En fait, c'est assez récent. C'est un grand changement pour moi. Et pourtant, j'ai un parcours, on va dire, qui s'inscrit déjà dans une forme de durabilité, puisque j'ai eu la chance de travailler pour le groupe Rocher depuis toute ma carrière, depuis le début. Donc, ça fait maintenant 26 ans que je travaille dans le groupe, puisque j'ai 49 ans. Et j'ai pu en fait occuper différentes fonctions, d'abord autour des fonctions plutôt marketing com, et puis assez vite, le fil conducteur qui est devenu mon fil conducteur de carrière, c'était le retail, puisque j'ai occupé différents postes dans le retail. J'étais directrice retail jusqu'au mois de décembre pour la marque Yves Rocher. Donc l'expérience dont je vais vous faire part aujourd'hui, elle s'appuie aussi évidemment sur le retail. Je crois que beaucoup d'entre vous travaillez dans le domaine du retail, donc peut-être qu'on pourra échanger sur ce point aussi. Une première chose que je voulais dire pour finir sur mon parcours, c'est que j'ai eu vraiment la chance de créer ce poste finalement de direction RSE pour la marque Yves Rocher, puisqu'auparavant c'était le groupe Rocher dans son entièreté qui pilotait la RSE pour toutes les marques. Et en fait, le groupe a décidé de se structurer pour que la RSE, la démarche RSE soit incarnée au sein de chaque marque, pour mettre, je dirais, un coup d'accélérateur sur nos démarches RSE, et puis pour mener un projet qui est très important pour l'ensemble des marques du groupe, qui est le processus de certification B Corp. Donc, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette certification B Corp, qui est un label, une certification qui valorise les entreprises qui appliquent les plus hauts standards sociaux et environnementaux. Donc, pour tout cela, j'ai été nommée à ce poste de directrice RSE pour la marque Yves Rocher. Et en fait, à titre personnel, c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être aussi au bout d'un cycle au retail. Ça faisait longtemps que je travaillais pour le retail, même si c'est ma passion. L'idée de changer de poste était aussi un vœu de ma part. Et ce poste de RSE est complètement aligné en fait avec mes valeurs. Ça arrive à un moment dans ma vie où c'est un alignement avec, je dirais, mes préoccupations personnelles et assez globales. Et donc, je retrouve beaucoup de sens. Et ça, c'était une première chose que je voulais dire, c'est que je pense que quand on trouve du sens dans son travail, qu'on se sent aligné, eh bien, c'est une des conditions clés pour moi pour l'innovation. Je pense que ça met en condition pour des démarches d'innovation assez incroyables. Voilà, donc j'ai assez parlé de moi à titre personnel. Un petit mot effectivement sur le groupe Rocher, juste pour vous situer le périmètre dont on parle aujourd'hui. Donc le groupe Rocher est un groupe quasiment 100% familial, détenu par la famille Rocher, et qui a en son sein une dizaine de marques. Yves Rocher est la marque la plus importante en termes de chiffre d'affaires. Beaucoup de marques de cosmétiques, comme vous le voyez ici, comme Dr Pierrico, Sabonne, Arbonne, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une marque américaine arrivée assez récemment dans le groupe et qui vend des produits cosmétiques par le social selling. Je vais en reparler juste après. Et puis, on a une marque que vous connaissez tous, qui est Petit Bateau. Donc là, cette fois, marque de textile. Donc, un groupe qui génère 2,750 milliards de chiffre d'affaires et qui a été créé en 1959 donc par Monsieur Rocher. Et ça, je pense que c'est aussi un point important, je dirais, dans les gènes du groupe, et on va le voir de la marque encore plus, c'est le fait que le groupe a été créé par un homme, Monsieur Yves Rocher, qui était empreint de conviction dès le départ, et qui a inscrit en fait le développement de son groupe, du business de son groupe, vraiment dans la durée. Il y a réellement une volonté de pérennité, de durabilité. Et
je dois dire qu'en plus là, quand on voit la crise que l'on vit, l'année 2020 qu'on a vécue, qui a été très difficile pour le groupe et pour la marque, puisque on a fermé, et encore aujourd'hui, beaucoup de nos magasins sont fermés, eh bien, on voit, c'est dans ces moments-là qu'on voit que le cap donné par la direction générale, en l'occurrence aujourd'hui Brice Rocher, qui est le petit-fils de Monsieur Yves Rocher, qui est à la tête du groupe, eh bien, on voit que ce cap est tenu, même dans la tempête, je dirais, et ça, c'est extrêmement important. Ça crée des conditions de développement, je pense, favorables. Ça crée une fidélité des collaborateurs, une envie, en fait, aussi de donner le meilleur de soi-même, en fait, aussi quand ça va mal. Et je pense que c'est aussi une des clés, une des conditions de l'innovation, finalement, puisqu'on continue à innover, même dans des périodes comme celle-ci. Donc voilà pour le groupe. Et ce qui est important aussi, une grande actualité du groupe, je dirais, assez récente, c'est que le groupe est devenu, a pris le statut d'entreprise à mission depuis fin 2019. Donc je pense que vous connaissez tous ce principe, hein. On s'inscrit dans la loi Pacte et en fait, le groupe a décidé d'inscrire dans ses statuts, de définir sa mission de marque et de l'inscrire dans ses statuts, d'inscrire cette raison d'être qui, en fait, maintenant oblige le groupe pas seulement à, évidemment, viser la performance économique, mais aussi, également, la contribution au bien commun. Donc, c'est ça, c'est conjuguer la performance économique et la prise en compte du bien commun. En fait, autour d'une mission. Donc, nous, la mission pour le groupe Rocher, c'est reconnecter les communautés à la nature, reconnect people to nature. Et ça a été un acte très important pour le groupe. Ça permet, je dirais, d'officialiser, de formaliser finalement la mission du groupe de manière claire, d'embarquer tous les collaborateurs. Le fait que ce soit inscrit dans les statuts, ça engage. En fait, ça nous engage, ça engage la direction générale, ça nous engage tous, en fait, à respecter et à inscrire toutes nos actions dans cette mission. Et je pense que ça, c'est un point très important aussi, c'est qu'on est donc tous guidés pour servir, en fait, une même mission. Évidemment, la mission du groupe est ensuite déclinée par marque, mais vous voyez que cette mission Reconnect People to Nature, ça s'adapte parfaitement à la marque Yves Rocher pour laquelle je travaille. Donc ça, voilà, un point important. Et maintenant, si on regarde, juste pour finir de vous dépeindre le tableau, donc la marque Yves Rocher, pour laquelle je travaille, donc comme j'ai dit, créée par Monsieur Yves Rocher en Bretagne à Lagacilly. Et c'est important pour moi de vous mettre cette photo de Lagacilly, donc ce village breton où est né Monsieur Yves Rocher, où il a installé son entreprise, installé ses usines, installé, je dirais, tout l'écosystème. Et en fait, aujourd'hui, on a à cœur de développer cet écosystème pérenne, durable à Lagacilly, puisqu'en fait, à Lagacilly, vous allez trouver bien les 60 hectares de champs d'agriculture biologique où on cultive en fait les ingrédients qui rentrent dans la plupart de nos formules produits. Donc le bleuet, l'arnica, le calendula, que vous connaissez peut-être, la camomille, qui sont des ingrédients un peu phares dans nos produits, sont cultivés à Lagacilly. Donc on cultive les ingrédients, les plantes. On a développé tout le savoir-faire, je veux dire, technique d'extraction des ingrédients des plantes. Et puis, on y a installé nos usines. Donc, c'est aussi à Lagacilly que sont installées nos usines de fabrication des produits. Et ça, c'était aussi un point important pour moi dans ce thème de l'innovation durable. C'est qu'en fait, dans la marque Yves Rocher, on va s'appuyer finalement dans quasiment toutes nos innovations dans l'idée de préserver, de développer cet écosystème très local. Donc cet ancrage local est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait évoluer le logo et que c'est plus simplement Yves Rocher, c'est Yves Rocher de Bretagne France que vous voyez ici à l'écran qui est notre logo. On veut vraiment renforcer et le faire savoir en fait aussi au monde qu'on est une entreprise bretonne.
Donc, la marque est numéro 1 des cosmétiques en France. C'est Brice Rocher, je l'ai déjà dit, qui est PDG du groupe Rocher, et Guy Flamand, le CEO de la marque. La marque représente à peu près 50% du chiffre d'affaires du groupe, 300 millions de produits vendus. Et je vous ai mis un chiffre qui me paraît intéressant à partager avec vous, enfin des chiffres qui sont en fait la répartition des ventes en chiffre d'affaires par canal, puisqu'en fait le retail, alors là c'est intéressant, je vais vous dire, ce sont les chiffres de 2019, donc le retail pesait jusqu'en 2019 60% du chiffre d'affaires. La VPC, donc la vente par correspondance, c'est un secteur, c'est le secteur historique de la marque, fonctionne toujours très bien. On a décidé de désinvestir ce secteur, mais de piloter sa décroissance. Et ça, c'est très important et on y arrive très, très bien puisqu'on arrive à faire décroître doucement la VPC parce que, comme vous vous en doutez, la VPC est un secteur extrêmement rentable, beaucoup plus que le retail, puisque en VPC, on n'a pas de frais fixes, enfin beaucoup moins en tout cas qu'en retail. Et donc, on continue à piloter cette décroissance. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est pour continuer à développer le retail, mais surtout se développer en e-commerce, où vous voyez, vous allez peut-être être surpris, mais le e-commerce ne pèse que 6% du chiffre d'affaires, donc c'est très petit. Mais en plein boom, je vais en parler juste après. Et le social selling, alors le social selling, c'est la vente directe. En fait, c'est anciennement la vente à domicile qu'on a développé dans plusieurs pays de la marque. Alors, pas en France pour la marque Yves Rocher. Il y a des pays où on est extrêmement développé sur ce système, comme le Mexique, le Portugal, l'Italie. Et là, on est en train de développer la Thaïlande, par exemple, avec ce système. Et en fait, de la vente directe, si vous voulez, entre amis ou une vendeuse de produits allait contacter son réseau et organiser des réunions à domicile, eh bien, avec le développement du digital, c'est transformé en vente par digital. Et en fait, elle utilise maintenant, chaque vendeuse utilise son réseau social, donc Facebook et tous les réseaux sociaux, pour développer ses ventes. Donc maintenant, ce secteur s'appelle le social selling et il est en plein développement. Et ça, vous voyez, c'était les chiffres 2019. Et en fait, sur les premiers chiffres 2020 que j'ai pu avoir, sans suspense, le retail a décru, puisqu'en fait, on a fermé les magasins pendant quasiment 2 mois, 1 mois et demi. Et là, ça risque d'être la même chose sur 2021. La VPC est restée stable, le social selling a légèrement augmenté et le e-commerce a quasiment doublé. Donc, effectivement, cette crise sanitaire nous a amené à accélérer très fortement le développement de l'e-commerce, donc tout notre back-office, une nouvelle plateforme technique, et tous les, je dirais, les systèmes marketing et commerciaux qui nous ont permis pas de compenser la baisse des ventes en retail, mais d'en tirer le maximum, si vous voulez. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est de se dire qu'on parle d'innovation durable aujourd'hui, mais on peut et on doit aussi faire de l'innovation quand on est en fait au pied du mur, comme ça a été le cas. Et je pense qu'on a su bien rebondir sur le sujet, ce qui fait qu'en faisant ça, on a quand même réussi à limiter la casse sur 2020 et à faire que le chiffre d'affaires ne s'est pas trop écroulé. Et c'est maintenu. Donc voilà pour le tableau un peu global de la marque Yves Rocher. Donc maintenant, en fait, ce que je voulais en fait partager avec vous, c'est que l'innovation chez Yves Rocher, elle s'inscrit d'abord à travers les produits. Évidemment, c'est ce qu'on met sur le marché. On vend des produits cosmétiques. Et en fait, l'axe, il est assez clair, assez évident. Et pourquoi il est assez clair et évident? C'est parce que les gènes de la marque, les gènes du groupe et de la marque qui s'inscrivent maintenant dans la mission de marque et dans notre raison d'être sont donc clairement affichés, ce qui fait que l'innovation durable, voilà, elle passe par développer des produits, mettre des produits sur le marché qui ont moins d'impact. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont un impact positif, mais qui ont moins d'impact, qui limitent au maximum leur impact sur l'environnement. Et donc, en fait, là, ça passe par des innovations qui peuvent paraître, qui peuvent peut-être même être très peu perçues par les consommateurs, mais extrêmement importantes. Et là, je n'ai pas de photo pour cet exemple, mais c'est l'idée de se dire que
On va réduire les emballages secondaires. Alors, l'emballage primaire, c'est le tube ou le flacon. L'emballage secondaire, c'est l'étui carton autour. Eh bien, vous allez voir arriver à partir du mois de septembre des étuis en carton autour des pots de crème de soin visage qui sont ajourés sur les côtés. Alors, je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais là, on a réduit drastiquement la quantité de carton et en fait, on a supprimé le cellophane. Parce que je ne sais pas si vous avez en tête, peut-être pour vous, mesdames, c'est peut-être plus parlant, quand on achète une crème de soin visage, elle a un étui en carton et elle a par-dessus un cellophane pour valoriser le produit, être vecteur de beaucoup plus de valeur. Eh bien, on a pris le parti de les supprimer. Donc là, si vous voulez, là, l'innovation, elle se joue dans une volonté claire au départ, réduire nos emballages, et en même temps, un débat, beaucoup de discussions et de travail collectif en fait, avec le marketing produit, qui lui a un objectif de créer toujours les produits toujours les plus beaux, les plus attractifs possibles, hein, donc porteurs de valeur. Donc le marketing qui s'empare de cet objectif-là, les usines et nos partenaires qui doivent trouver les bonnes techniques pour que l'étui joue quand même son rôle de protection du pot, mais tout en réduisant le carton. Réduire le cellophane, ça nous embêtait aussi parce qu'on vend par social selling, on vend par correspondance, donc et par digital, on envoie nos produits dans des cartons, donc il ne faut pas que le produit s'abîme. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est la prise en compte de toutes ces contraintes. Mais quand on est, je dirais, mu par un objectif commun global, et bien en fait, c'est là que les énergies se déploient pour trouver les solutions. Et j'ai oublié un point très important, c'est que qui peut être aussi considéré comme un champ de contrainte, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'une des valeurs de la marque, c'est créer et développer des produits évidemment à base de plantes. Et donc, on a la maîtrise des plantes, donc la maîtrise de la plante à la peau, je dirais, du produit, mais aussi de créer des produits pas chers, c'est-à-dire accessibles à toutes les bourses. Et ça fait partie des valeurs de l'entreprise depuis le départ. Et je dirais que ça rajoute quelque part dans le thème du produit une contrainte supplémentaire, mais c'est un axe dont on ne déviera pas. On cherchera de la valeur sur certains produits, mais on sera toujours dans l'accessibilité. Et après, je voulais partager 2 exemples très concrets avec vous. Voilà, cet exemple qui est un exemple plutôt positif, et puis après, je vais vous partager plutôt un échec, mais qui est aussi très intéressant en termes de bilan. Cet exemple-ci, c'était de se dire, voilà, dans les produits que l'on vend, en termes de volume, nos gels douche et nos shampoings sont parmi les quantités les plus importantes. Donc, on s'est dit, c'est là qu'il faut porter notre effort. Et en fait, la question est vite arrivée du type de plastique, parce qu'on a un objectif de réduire vraiment le plastique, donc nos emballages plastiques, de manière très, très, très forte. Je veux dire, les objectifs sont chiffrés pour 2025 et 2030. Et sur l'étagère que vous voyez ici en haut, vous voyez nos gels douche actuels qui sont dans des flacons en plastique, transparents, incolores, un peu cristal, donc plutôt jolis, je veux dire attractifs à l'œil. Et l'idée, c'était de se dire, on ne peut plus continuer à émettre du plastique vierge, en fait, dans nos produits. Donc, on doit passer au plastique recyclé. Et en fait, on s'est dit, comment on fait? Et en fait, là, donc, ça a amené à tout un travail de se dire, et donc d'accepter de mettre sur le marché des flacons qui sont peut-être un peu moins beaux. Et donc, vous voyez là le gel douche concentré sur l'étagère du dessous, qui est en fait un gel douche qui est un peu coloré, il est un peu marron, parce qu'il est recyclé, donc il ne peut pas être aussi transparent. Et en cosmétique, bon, ça peut peut-être vous paraître des détails, mais en cosmétique, c'est hyper important. Et donc, mais on a poussé. On a dit, on y va quand même. Et donc, on a réussi à faire que maintenant, tous nos flacons sont en plastique 100% recyclés. On a travaillé le décor, comme vous voyez ici. Et on a été un peu plus loin dans l'innovation, puisque ce que vous voyez en dessous, c'est un petit gel douche concentré. Donc, c'est une déclinaison du gel douche que vous voyez au-dessus, qui, là, c'est une innovation formule. On a réussi à faire une formule avec beaucoup moins d'eau dedans. Et donc, vous l'avez autant de fois avec le petit gel douche concentré que celui du dessus. Donc, il y a un peu une double innovation autour de ce sujet.
Et là, je dirais que la clé de cette innovation, ça a été encore une fois d'avoir un axe clair au départ. Donc la volonté a primé. Il a fallu aussi accepter que le flacon coûte un peu plus cher, parce qu'il coûte un peu plus cher en plastique recyclé. Mais voilà, ça a été un choix qui a été fait. Et puis, sur le deuxième partie d'innovation, ce petit gel douche concentré, là, je dirais que c'est un autre levier qui s'est activé. C'est en fait les équipes elles-mêmes, les équipes marketing. C'est né d'une personne, enfin d'une petite équipe qui s'est dit comment on peut aborder le sujet par la question du volume, c'est-à-dire mettre moins de produits dans les colis, donc réduire les transports. Et c'est de cette idée qu'est né le gel douche concentré. Et ça, c'est plutôt une initiative individuelle qui a pris le pas et qui a été soutenue, qui a été ensuite sponsorisée par la direction et donc qui a pu se développer. Et puis le dernier exemple que je veux partager avec vous, parce que je vois que le temps passe. Alors ça, c'est une initiative intéressante qui est le développement d'un gel douche rechargeable. Donc, on a voulu tester. On a mis en place une machine, parce qu'en fait, c'est une machine qui est carénée, là, dans ce que vous voyez au centre, avec des grandes poches de gel douche qui ressemblent un peu, vous savez, à des bibes de vin. Et en fait, le principe, c'est que la cliente arrive, elle prend un gel douche, un flacon vide, pardon, elle choisit sa senteur, elle le place sur la machine, elle appuie sur le bouton, ça lui délivre la juste quantité. Ensuite, elle le pèse, une étiquette sort et elle part à la caisse. Et en fait, on a testé ça dans 3 magasins et ça a été plutôt un échec. À plusieurs titres, en fait, on s'est rendu compte que la machine n'était pas techniquement irréprochable. C'est que ça se coinçait, ça bloquait, c'était pas très fluide. Et donc, ça demandait une intervention de nos vendeuses sur le point de vente importante. Donc, du temps vendeur important. Et ça, c'est pas du tout compatible avec notre business model puisque les vendeuses dans nos magasins sont dédiées plutôt à conseiller et à vendre des produits en fait plus chers, donc plutôt des soins visage. Donc sur les gels douche, on favorise un maximum la vente en libre service. Donc déjà, premier point. Deuxième point qui va peut-être parler plus aux merchandisers, c'est que vous voyez ici sur un linéaire qu'une machine de 4 senteurs occupe 1 mètre linéaire complet. Alors que vous voyez sur les linéaires d'à côté qu'on arrive à présenter une offre beaucoup plus importante, donc un assortiment plus important sur étagère. Et en fait, c'est poser vraiment la question de la rentabilité au mètre linéaire. Et ça, c'est très important chez nous, puisqu'on a des magasins qui font de l'ordre de 50 mètres carrés, même 35 mètres carrés à l'international. Et en fait, se pose la question de se dire est-ce que ce système est viable, y compris dans notre surface. Donc, on a mené ce test. On a fait un bilan, et ça, c'est un point important, c'est prendre le temps du bilan dans toutes les innovations. Surtout si c'est négatif, accepter d'y passer du temps. Objectiver ce qui n'a pas marché, et puis ensuite rebondir, se relancer la machine, je dirais là, humaine, de se dire ok, là on n'y est pas, on peut continuer à travailler le système ou on peut travailler d'autres pistes. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est à la fois en train de continuer à travailler ce système et de trouver d'autres pistes d'innovation, comme travailler des recharges, etc. Donc voilà, ça me semblait intéressant de partager un exemple pas forcément positif aussi avec vous. Et voilà, pour terminer, j'ai juste posé quelques mots-clés pour moi voilà, pour synthétiser un peu ce qui est important pour moi sur l'innovation et l'innovation durable. Donc, le cadre clair, c'est tout ce que je vous ai partagé sur l'entreprise à mission, une mission claire, un cap partagé, commun. Dans ces cas-là, je pense que ça donne en fait, le terrain est tout ouvert parce qu'il est balisé et finalement il est tout ouvert pour l'innovation et on ne va pas aller dépenser d'énergie négative à aller sur d'autres sujets qui sortiraient du cadre et de la mission. Le sponsorship du CODIR ou d'un membre du CODIR est important. Je pense que quand une idée est émise, il faut assez vite, il faut la partager, la marketer, la communauté, et essayer d'aller la communiquer et essayer d'aller chercher un sponsoring auprès d'un membre du CODIR, ça c'est important, même pour les questions budgétaires. Laisser aussi la place aux initiatives individuelles. Là, je vous ai
parler de l'idée du gel douche concentré. C'était une initiative individuelle à la base et ça a permis le développement d'un super produit. Donc ça, je pense que c'est très important aussi. Oser se saisir des opportunités et s'autoriser, c'est un peu en lien. Accepter l'échec, c'est l'exemple que je viens de vous citer juste avant avec les gels douches rechargeables. Et puis, prendre le temps du bilan. Surtout quand on est sur une innovation qui n'a pas marché, prendre le temps du bilan, voilà, ça me semble être très important, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Voilà, c'est la clé pour tirer les bonnes conclusions et savoir rebondir derrière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas d'autres slides. Merci beaucoup, Géraldine. Pile à l'heure en plus, c'est extraordinaire. Un grand merci, Géraldine, pour ton intervention hyper inspirante avec 3 mots moi, qui me viennent en tête, certains qui étant repris dans le chat également. Beaucoup d'alignement qui est noté, beaucoup de sincérité également dans tes propos. Et puis, je trouve que le côté très concret également, des exemples que tu donnes est très intéressant, je pense, et illustre parfaitement tes propos. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. On vous laisse à peu près 1 ou 2 minutes pour finaliser vos questions dans le Klaxoon. Votez pour les questions également. Il y a beaucoup de questions. Je pense que ça va être passionnant, les 20 minutes qu'on va passer là dans quelques secondes avec Géraldine sur les questions-réponses. Donc, pensez à les liker, les questions que vous avez envie de voir posées, parce que je ne serai pas capable, on ne sera pas capable de tout balayer avec Géraldine. Donc, on vous laisse aller 1 minute. Il est 14h11, plus 1 minute. Je vous laisse calculer. Est-ce que vous m'entendez, Ludovic? Parce que j'ai mis mon casque. Vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Géraldine. D'accord, parce qu'il y a des travaux qui viennent de démarrer dans mon immeuble, c'est l'enfer. J'ai mis mon casque. On a entendu quelques personnes. C'est ça, je suis désolée. C'est une bonne nouvelle pour le roi Merlin. Je vais le brancher ailleurs. Allez, encore quelques secondes. Et puis, je vais vous partager l'écran. Je vous laisse finir de liker, de rajouter vos dernières questions. Et je vais vous partager en direct live les résultats qui bougent, ça bouge. Allez, Géraldine, est partie pour la petite session de questions-réponses. Vous pouvez continuer à liker, évidemment, et à compléter au fur et à mesure. Première question qui remonte, là aussi on est sur du concret, les indicateurs de performance, c'est quoi les KPIs que vous suivez au quotidien sur ce domaine-là, Géraldine? Alors, je dirais que c'est très variable selon les projets et ça me fait rebondir sur un point important, c'est que quand on se lance dans une initiative ou dans un projet, il faut effectivement les définir en amont. Donc ça, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, donc votre question est très importante. Alors, ça peut être assez simple, simple à définir quand je parle de passer nos flacons en plastique recyclé, on se donne une target. Et en fait, on se donne après un timing, une target en termes de pourcentage de baisse de plastique, et ensuite un timing, et ensuite, en fait, on suit ces KPI. Là, par exemple, sur le test qui n'a pas fonctionné du bain douche à recharger, notre idée, un des KPI, c'était de se dire que les magasins en test gardaient la même part de vente de gel douche que les magasins qui n'étaient pas avec cette machine, c'est-à-dire de ne pas avoir de baisse. Et on espérait même une hausse. Bon, ça faisait partie des KPI. Donc, voilà, je ne peux pas tellement dire plus pour l'instant. Quand je vous ai parlé de l'exemple des étuis en carton, réduire le carton, en fait, on a mesuré combien de cartons, combien de tonnes de carton vous voulez gagner. Voilà. Super, merci beaucoup, Géraldine, pour cette première réponse. Alors, la deuxième question qui remonte, et au niveau de la VPC, une question qui s'est beaucoup posée sur les échantillons non souhaités, sous forme de cadeaux de qualité plutôt discutable et qui ne répondent pas forcément à un besoin, mais très clairement entretiennent la relation client.
Voilà, comment tu travailles sur ce… Est-ce que vous travaillez autour de ce sujet-là également? Oui, alors l'échantillon, bah, effectivement, alors ça c'est la grande question. On Mmh. essaye de bon, je ne vais pas vous cacher, c'est un levier commercial, hein, c'est un levier très important. Enfin, en magasin, c'est facile de tester les produits. En VPC et en digital, effectivement, on utilise l'échantillon dans les colis pour faire découvrir les nouvelles textures à nos clientes. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de les cibler un maximum, c'est-à-dire de réduire finalement leur quantité en ciblant un maximum en fonction du profil client, le bon échantillon. Donc, on a arrêté de mettre la nouveauté produit à tout le monde dans tous les colis. Donc, c'est quand même une manière de réduire la quantité. Et puis, les équipes sont aussi en train de travailler à la qualité de l'échantillon, à la qualité perçue de l'échantillon. Et là, ben, ce sont des grands débats entre le coût qu'on est prêt à mettre dans l'échantillon et la qualité perçue. Mais on va devoir là-dessus, je dirais, aller encore plus loin, puisque dans la loi anti-gaspi, dans la loi AGEC, il va y avoir, on les attend de manière plus précise, mais il va y avoir des restrictions fortes sur les échantillons. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez posé ces questions. Vous avez raison, parce que ben, on est dessus en fait. Donc voilà, premier niveau de réponse, on réduit la quantité en ciblant mieux et on essaye de travailler des échantillons moins polluants et tout autant de qualité. Mais c'est compliqué. Je ne dis pas qu'on a la réponse aujourd'hui. Merci beaucoup, Géraldine. Alors, une question suivante qui tourne autour de enfin, qui est sur la raison d'être, hein, Reconnect People to Nature. Alors, je sais que vous la travaillez beaucoup avec vos collaborateurs. Et la question, elle, porte sur vos clients. Comment vous éduquez également vos clients aux enjeux environnementaux au regard de cette raison d'être? Ouais, très bonne question. Dans les 3 piliers de la RSE chez Yves Rocher, pour la marque Yves Rocher, c'est le 3e pilier en effet, c'est engager les collaborateurs et les clients dans l'action, donc dans nos actions. Donc là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie énormément sur j'allais dire notre partenariat, mais en fait, c'est pareil, on est mécène de la Fondation Yves Rocher. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Yves Rocher, qui a pour but de développer des programmes de plantation d'arbres. Donc, on est clairement dans la préservation de la biodiversité, c'est notre combat. Et c'est du coup l'action de la Fondation Yves Rocher qui est reconnue d'utilité publique, donc qui est complètement indépendante du groupe, mais en fait le groupe et la marque est le premier mécène de la fondation. Donc l'idée, en fait là, c'est de communiquer auprès de nos clients sur nos programmes de plantation d'arbres et d'éducation à la biodiversité, de proposer de les inviter à des actions de plantation très concrètes aussi, et de passer aussi beaucoup, on passe aussi beaucoup par notre réseau de franchisés et de vendeuses, enfin de conseillères beauté, pour qu'elles-mêmes en parlent. Donc en fait, voilà, c'est ce que je dirais. Parce qu'on a développé un réseau de green leaders dans les magasins. Donc, c'est une personne en magasin qui est ambassadrice, green ambassadrice, et donc qui est porteuse et qui forme les autres membres de l'équipe à toutes les actions en faveur de la protection de l'environnement menées par la marque, donc auprès de ses collègues et donc auprès de ses clientes. Donc ça, en retail, ça passe beaucoup par la vendeuse. Et sinon, ben, sur le site internet, via des newsletters spécifiques que l'on envoie non commerciales et uniquement sur nos actions, dans les colis VPC, dans les colis digitaux où on en parle aussi. Voilà, c'est à peu près ça qui est mené Alors, aujourd'hui. je vais prolonger la question et extrapoler une question qui était posée un petit peu en dessous, qui avait reçu aussi beaucoup de votes sur comment vous en faites des partenaires. Là, tu me dis communication, etc. Mais est-ce que vous voulez aller plus loin et en faire vraiment des partenaires, les rendre acteurs, vos clients, par rapport à ça? Mmh. Oui, alors c'est un des enjeux que l'on mène beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est, en fait, ça effectivement, c'est les rendre, enfin les faire adhérer à nos valeurs, aux valeurs de la marque. Pour ça, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement sincère et authentique pour que l'adhésion se fasse, assez automatiquement. Et après les rendre acteurs, c'est aussi leur donner des conseils, alors dans notre activité, c'est des conseils pour,
bien utiliser ses produits de beauté, utiliser moins de coton quand on se démaquille. Bah, vous voyez, c'est aussi une manière d'avoir une, un acte de beauté, je dirais plus responsable. Hem, bon, le gel douche concentré, ça en est un. On travaille aussi sur, des des, mmh, des actions autour de la réduction de nos déchets en point de vente. Bah, c'est l'idée aussi de partager ça avec nos clients. Donc, voilà, c'est plusieurs actions à différents niveaux, en fait. Super, merci beaucoup Géraldine pour cette question. Et j'ai une autre, la question suivante, ce sera autour du prix de vente des produits, forcément extrêmement important. Quel est l'impact de votre démarche d'innovation durable sur ce Ouais. prix de vente des produits? Oui. Alors, là, l'idée, c'est de se dire que, bon, on se voile pas la face, c'est-à-dire que quand on passe, comme je vous l'ai dit, par exemple, en flacon recyclé, il coûte un peu plus cher. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a, investi, par exemple, dans les billes de plastique recyclées pour les souffler directement dans nos usines de Legacy. Au lieu d'acheter, comme on le faisait avant, nos flacons, directement auprès de fabricants de flacons. Donc l'idée là, c'est d'intégrer une technologie, d'investir pour qu'en fait, ensuite, on en maîtrise complètement la production et ça coûte un peu moins cher. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face, il coûte un peu plus cher et là, bah, c'est un arbitrage, c'est de se dire que, après, ben, en fait, c'est un travail de PNL, produit qui se fait de manière plus large, c'est-à-dire qu'on accepte que nos flacons de gel douche coûtent un peu plus cher et on va aller chercher un peu plus de valeur sur d'autres types de produits. Donc, par exemple, des crèmes de soins visage où on va, sortir des produits comme, par exemple, là, on vient de sortir un super produit, anti-âge global qui est un double sérum, pour la nuit, qui est, que l'on price à un prix un peu plus important que les prix habituels auxquels on price nos produits. Donc, vous voyez, il y a un équilibre global. Donc, oui, enfin, de toute façon, il faut accepter que ça coûte plus cher et il faut trouver une manière d'absorber les. D'accord, merci beaucoup Puisque de toute façon, Géraldine. c'est vrai que l'actionnaire, Brice Rocher, qui a souhaité qu'on soit entreprise à mission, qui a c'est vraiment lui, hein, qui est à l'origine de ça. Heu, il il dit à chaque fois, heu: «Conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun» et il place systématiquement en premier lieu quand même la performance économique. C'est-à-dire que, la pérennité du groupe passe par, des taux de rentabilité, maîtrisés, en fait et ça sera je veux dire la raison il faut enfin, il est toujours très clair dans la priorisation des sujets. C'est, maintenir le groupe en vie, pérenne, profitable, et en plus prendre, mettre en place toutes les actions qui vont faire vivre la mission qu'on s'est attribuée. Merci Géraldine. Une question aussi sur la composition, un peu plus sur la composition des produits. Est-ce que vous repensez également à la nature des ingrédients? Est-ce qu'ils sont durables ou est-ce que vous travaillez également autour de ça? Ah ouais, ça c'est un très gros axe, en termes de formulation. C'est, réduire le nombre d'ingrédients dans les formules, utiliser des ingrédients, bon évidemment tous tracés le maximum d'ingrédients, naturels. Donc, ça c'est un énorme challenge d'un point de vue formulation, heu qui porte ses fruits, enfin je veux dire qui marche parce qu'en fait là aussi c'est pareil, c'est conjuguer la même performance cosmétique cette fois du produit, tout en étant beaucoup plus, naturel dans les formules. Donc on développe le fait de développer nos propres ingrédients Legacy, ça c'est, un gage de maîtrise, de la chose et c'est un gage de naturalité, hein, et même d'ingrédients bio dans les formules. Et puis, on travaille énormément nos filières d'approvisionnement, tracées et ça, enfin, elles sont tracées, maîtrisées, et ça permet de garantir la qualité et la naturalité des ingrédients. On est membre de l'UEBT, donc c'est le l'organisme, heu, qui voilà, qui certifie en fait, les entreprises qui travaillent la naturalité des formules. Donc voilà, alors là, je dirais que c'est, une action, sur le long cours, hein, sur le long cours. D'accord. Merci beaucoup, Géraldine. Alors, la question suivante, qui n'est pas forcément dans les toutes premières, mais qui est quand même qui est revenue. Il y a déjà une première réponse qui a été faite par Jonas
dans le chat, mais j'aimerais que tu nous parles, pour toi, comment tu vois la différence entre Bicorp et entreprise à mission. Tu nous as parlé des deux, c'est deux choses Ouais. visiblement très importantes, c'est Mhm, complémentaire. Tu conseillerais quoi pour que d'autres entreprises avancent sur ces deux sujets? mhm. Alors, pour moi, ça se rassemble, mais en même temps, c'est quand même très différent et il faut évidemment trouver le sens entre les 2. Donc le fait l'ent c'est com enfin, ça n'a rien à voir et on peut tout à fait être entreprise à mission, et ne pas être certifié Bicorp et l'inverse est évidemment vrai. Là, l'idée, le fait d'être entreprise à mission, ça oblige en fait à écrire la mission, écrire la raison d'être, la mettre dans les statuts et donc je dirais que ça donne ce cadre, heu, commun. Ça permet au groupe et aux marques d'être focusés sur son business, de bien peser le pour et le contre quand il y a des nouvelles opportunités business qui s'ouvrent et de se dire: «OK, est-ce que ça rentre dans la mission ou pas?» Donc moi, je pense que c'est aussi un gage de cohérence. Ensuite, Bicorp, le fait de vouloir être certifié Bicorp, alors là, c'est extrêmement, exigeant puisqu'en fait, Bicorp, c'est un label, comme je le disais, qui valorise les entreprises qui appliquent les plus hauts standards, sociaux, et environnementaux et en fait, Bicorp, lui, va venir nous auditer sur toutes nos pratiques business et nos pratiques, RH, puisqu'en fait, il y a 5 grands domaines qui sont audités par Bicorp. C'est, la gouvernance de l'entreprise et sa transparence dans la gouvernance. C'est, les workers, donc c'est la manière dont on prend soin de nos collaborateurs, dont on les accompagne dans leur développement de carrière, dont on garantit leur sécurité, et cetera. Les communautés, donc c'est comment l'entreprise interagit avec toutes les communautés, tous ses partenaires. Donc là, on rentre dans, nos relations avec nos fournisseurs, nos clients, nos salariés, bien évidemment. Et il y a un autre domaine, c'est l'environnement. Donc, quel est l'impact de l'entreprise sur l'environnement à travers ses bureaux? Donc, nos bureaux, quel impact, ou nos usines, quel impact ont-ils sur l'environnement? Et puis, évidemment, nos produits, quel impact ont-ils sur l'environnement? Donc, ça nous oblige voilà, à montrer qu'on est engagé dans une démarche euh, de frugalité, d'économie et de moindre impact. Et puis, le dernier domaine, c'est les clients. Donc, c'est la manière dont on interagit avec nos clients. Donc, si vous voulez, Bicorp, lui, en fait, il prend l'entreprise dans son entièreté et il va regarder sur vos mètres carrés et auprès de tous vos salariés, dans vos usines, auprès de toutes les communautés auprès de qui vous interagissez, eh bien, comment vous vous situez. Et donc, en fait, ça se traduit, c'est un questionnaire de 250 questions. Il faut apporter énormément de preuves. Donc, je dirais que pour revenir à la question initiale, c'est euh, euh, la mission, elle donne le cadre, elle donne la cohérence. Bicorp, en fait, Bicorp, c'est un label qui vient, entre guillemets, garantir que on agit dans notre entreprise de manière, sur tous les domaines, on s'inscrit dans le monde, enfin, on s'inscrit de manière vertueuse dans le monde. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous ai dit. C'est très clair, c'est très très clair. Merci beaucoup Géraldine. Et tu parlais justement d'impact produit. Il y a une question qui tourne autour de ça. Avez-vous évalué l'impact carbone de la production de vos produits? Oui, alors on est en train de le faire parce que c'est une des premières choses demandées par Bicorp. Donc c'est très clair, hein, on est en train de mesurer, d'ailleurs selon les 3 scopes, 1, 2, 3 de gaz à émissions, d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement, l'impact de nos produits. Alors, c'est en cours et c'est la base. C'est la base. On va mesurer non seulement l'impact, de nos produits, l'impact de nos bâtiments, voilà, Bicorp, ça nous oblige à tout évaluer. Nos déchets, nos consommations en eau, en électricité, en chauffage, le type d'énergie qu'on utilise, enfin tout. Le Super, transport merci aussi, beaucoup voilà. Géraldine. Alors encore une fois, on aurait pu passer, merci beaucoup pour cette dernière réponse. Encore une fois, on aurait pu y passer, je pense, une bonne partie de l'après-midi sur les questions, mais on va finir par une dernière question que j'avais envie d'orienter un petit peu, enfin d'orienter, elle vient des participants bien sûr, hein, mais autour des hommes et des prises d'initiative.
Je recherche la question qui était, je vais la retrouver là, qui était comment vous faites, vous encouragez, vous faites émerger les idées, les initiatives individuelles, comment vous impliquez les collaborateurs aussi dans cette innovation durable? Oui. Alors, il y a, de manière, assez cadrée finalement, pour une partie, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Déjà, en fait, c'est inscrit dans nos objectifs. Donc on a des objectifs qu'on appelle des objectifs SMART et en fait, d'une part, chaque collaborateur, quand on décide, on écrit nos objectifs en début d'année avec nos managers, on doit avoir tous un objectif ou des objectifs liés à la RSE. Donc ça déjà, c'est énorme, hein, parce que ça, quelque part, ça oblige et ça oblige même des fonctions qui, a priori sont loin des sujets RSE, donc de se poser la question. Et en fait, quand on creuse, tout le monde a un rôle à jouer et c'est ça qui est très intéressant. Tout le monde a un rôle à jouer, même des gens qui sont dans la data, enfin, des gens qui, a priori, voilà, sont plutôt loin des sujets. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse et un deuxième niveau de réponse sur l'attitude et le comportement, parce que je pense qu'il y a ça aussi dans votre question, c'est que dans la façon dont on évalue les collaborateurs et dont on est évalué en tant que collaborateur, il y a cet item d'innovation en fait, capacité d'innovation, etc. Et donc en fait, c'est très intéressant parce que ça amène une discussion avec ces managers autour de ça, et c'est de là aussi que naissent pas les idées, mais enfin, je veux dire, c'est là qu'on les développe, qu'on les formalise un peu plus, qu'on formalise des projets qu'on a envie de mener. Donc je dirais que ça, c'est très important. Donc ça, ce sont deux réponses plutôt, je veux dire, formelles. Et puis après, je pense, il y a un état d'esprit qui est là plutôt du ressort de l'individuel. Et on a effectivement des services, des départements qui sont plus enclins, plus ouverts à l'innovation, d'autres un peu moins. Et je pense que c'est là, moi je trouve, c'est ce que j'ai aussi essayé de faire quand j'étais en charge du retail, c'est qu'on sent les gens qui ont envie, qui sont beaucoup plus formatés innovation. Et je pense qu'il faut leur donner un rôle autour de ça, leur ouvrir la porte. Et moi, j'avais créé vraiment une green team quand j'étais au retail, et c'était des gens voilà, de mes différentes équipes qui s'étaient portés volontaires, et je leur ai laissé beaucoup de liberté en fait. Donc c'est aussi comme ça, je pense, que naît l'innovation. Il faut laisser la place aux gens. Il faut laisser les initiatives se faire.